Europe 1, il est 8h34. La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux. L'échéance se rapproche et tout le monde retient son souffle. La Croix, Europe, le dilemme des Grecs. Les Échos, Grèce, les clés d'un scrutin décisif pour l'Europe. Le Figaro, faut-il avoir peur du Grexit? Le Monde, la crise grecque met le couple franco-allemand à l'épreuve. L'Opinion, 6 chocs qui ont déjà changé l'Europe. Avec ce dessin de CAC, François Hollande, désormais affublé d'une inamovible crotte de pigeon sur l'épaule, s'interroge: si Angela décide de tout, quel rôle ça me laisse dans le couple franco-allemand? Emmanuel Valls, petit écusson du Barça sur la veste, qui répond: première dame. On commence avec la Grèce donc. Bah oui, puisque la tension monte d'un cran, puisque l'Opinion titre son édito « Référendum, la défaite de la France », le magazine Marianne lance un appel « Sauver la Grèce, c'est sauver l'Europe », avec en une ce titre « L'euro contre la démocratie ». En gros, on rejoue 2005 et on se demande si les médias français présenteraient le même unanimisme dans le cas où ce serait la France et non la Grèce qui se verrait dicter sa conduite par des puissances extérieures. Du coup, on est un peu étonné de voir que le fameux appel, donc l'appel à sauver la Grèce, est signé aussi bien par Pierre Laurent, donc communiste, Jean-Pierre Chevènement, Nicolas Dupont-Aignan, jusque-là rien d'anormal, que par Jean-Christophe Cambadélis, Julien Drey ou Jean-Pierre Mignard, avocat très très proche de François Hollande. Bah oui, pas sûr que tous ces sympathiques signataires soient sur la ligne du même Jean-Pierre Chevènement dans son interview au Figaro ce matin, car il ne se contente pas d'affirmer que le référendum grec est selon lui légitime et démocratique. Il attaque aussi une Europe construite par effraction et d'essence oligarchique, une monnaie unique qui, dit-il, a énormément accru les divergences de compétitivité entre pays européens, et un traité transatlantique qui, s'il était adopté, nous dit-il, serait un nouveau coup porté à ce qui reste de notre souveraineté. Sur ce genre de propos, pas sûr qu'il y ait autant de signataires venus du Parti socialiste. Plusieurs regards et des regards différents sur le djihadisme, Natacha, dans la presse. Mais oui, pendant que l'Europe oublie qu'elle a pu être une civilisation, la presse continue de s'interroger sur les mots de Manuel Valls. Guerre de civilisation ou pas? Dans Marianne, Jacques Juillard, justement, tranche. Guerre de civilisation au pluriel, non, mais guerre de civilisation au singulier, oui, avec cette question cruciale. Pourquoi la barbarie exerce-t-elle pareille fascination sur des individus civilisés? C'est au récit et surtout au spectacle de toutes ces horreurs, écrit Jacques Juillard, que des milliers de jeunes dans nos pays occidentaux qui connaissent l'éducation, la sécurité sociale et la prospérité du plus grand nombre s'engagent pour le djihad au péril et parfois à l'offrande délibérée de leur vie. Aucune des raisons que l'on donne d'ordinaire, du sous-emploi au racisme rampant, n'est à la hauteur d'un tel phénomène. Cette question du pourquoi restera sans réponse, mais le journal s'intéresse au comment, c'est-à-dire à l'influence de l'idéologie salafiste et des prêcheurs radicaux sur une dérive dont on a voulu nous expliquer un peu rapidement qu'elle se faisait essentiellement en solitaire sur Internet. D'ailleurs, Libération consacre également une enquête à ces hommes qui embrigadent à tour de bras. Dans Marianne, Martine Gozlan réfute l'explication du jeune rejeté par la société. De même, explique-t-elle, il ne s'agit pas d'une dérive sectaire, mais d'un croisement entre l'islam radical et l'islam politique. Le glissement vers la radicalité, dit-elle, s'opère à travers des comportements légitimés dans de nombreux pays islamistes. Dans le Figaro, c'est Malek Bouti, ancien président d'SOS Racisme, qui alerte à travers un rapport sur les comportements d'une jeunesse frustrée et prête à basculer. Après les individus fragilisés, dit-il, les recruteurs ciblent désormais des proies au profil beaucoup plus stable et on peut penser que ce phénomène va s'amplifier. Le corpus de valeurs et l'ordre social très peu contraignant de nos sociétés démocratiques, dit Malek Bouti, ne fournissent pas un cadre suffisamment englobant et sécurisant pour s'y ancrer et s'y attacher. Une question fondamentale à présent, que va devenir la marionnette de Natacha Polony au Guignol? Oui, parce qu'elle existe. En fait, le sujet qui passionne les éditorialistes ce matin, c'est pas du tout le sort des Grecs ou de l'Europe, c'est même pas celui de la démocratie face au djihadisme, c'est celui des guignols de l'info. Tout le monde est dessus. La plupart d'ailleurs des éditorialistes pointent l'application systématique par Vincent Bolloré du principe payeur-décideur, mais bon, sans aller tous jusqu'à suivre Bernard Stéphan dans La Montagne, qui ose quand même le lien acrobatique avec l'assassinat de la rédaction de Charlie Hebdo. Beaucoup remarquent surtout que les politiques n'ont pas grand-chose à craindre des fameuses marionnettes ringardisées par le petit journal. Sur le site Figaro Vox, Maxime Tandonnet cite même Bergson, ses analyses sur le rire, pour observer que dans un climat ultra-conformiste où il est interdit de penser en dehors de certains cadres, par exemple sur l'économie, l'Europe et l'euro, les phénomènes de société, sans être diabolisé, extrémisé, accusé de fascisme, le rire a bel et bien une fonction sociale. Le rire médiatique
médiatique, écrit-il, quand il devient invasif, sacralisé. Le rire des Guignols, par exemple, loin du caractère subversif que lui prêtent ses défenseurs, est en plein cœur d'un processus de normalisation, standardisation de la pensée et de répression des excentricités. Bref, pour résumer, Vincent Bolloré, visiblement peu adepte de la liberté, réussirait ainsi l'exploit de transformer les Guignols en héros de la liberté. La famille Le Pen, épisode 6947. Voilà, d'ailleurs, ça a fait les beaux jours des Guignols, ce qui prouve que c'est pas très subversif d'en rire. Mais quand même, on s'en amuse. Et ce matin, la guerre est relancée par une décision de justice que Libération, Le Parisien, Les Échos, Le Figaro ne manquent pas de commenter, en disant d'ailleurs qu'elle ne changera rien. Finalement, la seule surprise vient de l'emploi que tous ont noté, l'emploi étonnant par Marine Le Pen de l'expression « victoire à la Pyrrhus ». Ben oui, Pyrrhus, roi grec qui remporta face à l'Empire romain une victoire si coûteuse en hommes qu'il suit immédiatement qu'une autre bataille de ce genre lui ferait perdre la guerre. On voit assez peu le rapport avec la décision du tribunal de Nanterre. Son père va encore trouver un motif de moquerie contre sa fille. Bon, si on terminait avec un vrai sujet, Natacha. Oui, parce que nous, on a des guerres quand même assez lamentables, un peu picrocolines, alors qu'aux États-Unis, les politiques s'impliquent dans des vrais débats. Le site Slate nous raconte comment le New York Times est à l'origine d'une polémique énorme. Dans ses fameuses recettes en ligne, le journal a osé suggérer que des petits pois amélioreraient grandement le goût du guacamole. Mais oui, vous vous rendez pas compte, tollé immédiat. Les élus républicains du Texas se sont indignés sur Twitter. Jeb Bush, candidat à la primaire républicaine et marié à une Mexicaine, a soutenu le mouvement. Et chez les démocrates, c'est Barack Obama lui-même qui a plaidé pour le classicisme, avocat oignon. Pendant ce temps, nos politiques à nous, ils se sentent obligés de faire croire qu'ils aiment se voir en marionnette pour soutenir la liberté d'expression. Décidément. La revue de presse de Natacha Polony qui revient lundi à 8h30 sur Europe 1. À lundi, Natacha. À lundi.